Chapitre 1. Des fondations bâties sur des mensonges. Eldridge Williamson se tenait dans son bureau d'angle au 42e étage, regardant la skyline de Chicago se teinter d'orange dans la lumière mourante. À 38 ans, il imposait le respect dans le monde de la promotion immobilière. Un self-made man qui avait gravi les échelons d'un quartier ouvrier pour devenir propriétaire d'un portefeuille de 50 millions de dollars. Ses mains calleuses, vestiges de son expérience dans la construction, tambourinaient contre le bureau en acajou tandis qu'il examinait les plans de son dernier projet. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Une seule personne avait ce privilège. Travaillant de nouveau tard, Courtney Williamson entra en glissant, ses talons aiguilles claquant sur le parquet. À 34 ans, elle possédait le genre de beauté qui ouvrait les portes et vidait les portefeuilles. Des cheveux blonds toujours parfaitement coiffés, des yeux bleus qui pouvaient faire fondre l'acier quand elle voulait quelque chose. Elle était Courtney Cunningham lorsqu'ils se sont rencontrés 6 ans plus tôt lors d'un gala de charité, responsable marketing pour une petite entreprise. Il faut bien que quelqu'un paie tes courses, répondit Eldridge sans lever les yeux, d'un ton dénué de malice. C'était leur plaisanterie habituelle. Courtney était perchée sur le bord de son bureau, sa robe rouge légèrement remontée. À ce propos, j'avais versé un acompte pour ce cottage au bord du lac dans le Wisconsin, celui que nous avions visité le mois dernier. Eldridge la regarda enfin dans les yeux. Je pensais que nous étions d'accord pour attendre la fin du projet Riverside. Mais Michel dit, se retint-elle, le rouge se dissipant. Michel dit quoi? La voix d'Eldridge resta ferme, mais une lueur froide traversa ses yeux sombres. Michel Pittman de la banque. Il mentionna que les propriétés au bord du lac s'appréciaient plus vite que prévu. Le mensonge lui sortit avec une aisance éprouvée. Eldridge connaissait Michel Pittman, 36 ans, chargé de crédit principal chez Chicago First National, et le genre d'homme qui portait 1000 costumes pour cacher ses incertitudes. Plus important encore, Eldridge savait que Michel gérait le compte personnel de Courtney depuis 8 mois, depuis qu'elle avait insisté pour son indépendance financière. D'accord, dit Eldridge en retournant à ses plans. On en reparlera plus tard. Courtney l'embrassa sur la joue, son parfum persistant lorsqu'elle partit, le même qu'elle portait plus souvent ces derniers temps, un parfum cher et inconnu. Cette nuit-là, Eldridge resta éveillé aux côtés de sa femme endormie, les yeux fixés sur le plafond de leur pentouse de la Gold Coast. L'appartement qu'il avait acheté grâce à sa première grosse affaire, celui qu'il lui avait offert pour leur 2e anniversaire de mariage. Son téléphone vibra sur la table de nuit. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle bougea, mais ne se réveilla pas. À 2h17, Eldridge prit une décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, il appela Jonah Rigg. Jonah opérait dans l'ombre du monde des affaires de Chicago. Un détective privé dont les services étaient assortis de tarifs élevés et d'une discrétion à toute épreuve. Ils avaient déjà collaboré lorsqu'Eldridge avait eu besoin de vérifier les antécédents de partenaires commerciaux potentiels. « J'ai besoin que tu examines ma femme », a déclaré Eldridge sans préambule lorsqu'ils se sont rencontrés dans un restaurant du côté sud. Jonah, un homme mince aux cheveux grisonnants prématurément et aux yeux qui ne laissaient rien passer, ne s'y a même pas. À quel point? Tout. Relevé téléphonique, carte de crédit. Où elle va, qui elle voit. Eldridge glissa une enveloppe sur la table. L'argent n'est pas un problème. Chronologie, 2 semaines. Jonah empocha l'enveloppe. Tu es sûr de vouloir savoir ce que je pourrais trouver? Eldridge serra les dents. J'en suis sûr. Chapitre 2. Fissure dans les fondations. 2 semaines plus tard, Jonah livra un dossier en papier craft qui allait bouleverser le monde d'Eldridge. Les photos étaient accablantes. Courtney et Michel à divers endroits de la ville. Un déjeuner aux Bernardines qui dura 3 heures. Leurs mains se croisèrent tandis qu'elles traversaient Lincoln Park. Un baiser devant le Palmer House Hotel qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Mais c'est la chronologie qui fut vraiment poignante. Leur liaison avait commencé 14 mois plus tôt. 2 semaines après qu'Eldridge eut surpris Courtney avec un collier de perles pour leur 4e anniversaire de mariage. Et ce n'est pas tout, Jonas. Dit-il d'une voix inhabituellement douce. Elle est enceinte. La tasse de café d'Eldridge s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? 8 semaines. J'ai des copies de son dossier médical de Northwestern. Jonah glissa une autre feuille sur la table. Le timing. Eldridge étudia les dates. 8 semaines auparavant, il était à Vancouver depuis 2 semaines,
finalisant l'achat d'une chaîne d'hôtels. Courtney avait prétendu rendre visite à sa sœur à Portland. Où était-elle vraiment? Dans la cabane de Pittman au lac Léman. J'ai des photos. Le dossier contenait une chronologie détaillée de tromperies, de voyages d'affaires qui étaient des escapades romantiques, d'événements caritatifs qui étaient des couvertures, et de documents financiers montrant des retraits d'argent qui ont financé leur liaison. Mais ce qui est ressorti de l'enquête de Jonah allait plus loin que l'adultère. Michel Pittman n'était pas seulement un policier solitaire. Il venait de la vieille famille aisée de Chicago, de celle qui achète de l'influence et s'attend à une différence. Son grand-père avait été juge fédéral, son père conseiller municipal. Michel se considérait comme un noble et les hommes comme Eldridge comme des inconvénients temporaires. Il a été se vanter. Jonah a continué, ma source à la banque dit que Pittman vous appelle le prétendant ouvrier. Il prétend qu'il va récupérer tout ce que vous avez construit. Eldridge referma le dossier. Autre chose? Votre beau-père est au courant. La révélation le frappa comme un coup de poing. Edgar Williamson, l'homme qui avait accueilli Eldridge dans la famille, qui avait été témoin à leur mariage, qui lui avait appris à jouer aux échecs le dimanche après-midi. Edgar savait que sa fille détruisait leur mariage et n'avait rien dit. Depuis combien de temps le savait-il? Au moins 6 mois. Il existe un relevé bancaire attestant qu'il co-signait un prêt pour l'expansion de l'entreprise de Pittman. Il complotait quelque chose. Eldridge sortit de ce restaurant, un homme différent. Le garçon qui croyait en l'équité et à la seconde chance mourut dans une banquette du côté sud. Ce qui émergea fut quelque chose de plus dur, de plus froid, un homme qui comprenait que la clémence était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Ce soir-là, Courtney l'accueillit avec un enthousiasme inhabituel, portant le collier de perles qu'il lui avait offert pour leur anniversaire. « J'ai une merveilleuse nouvelle, dit-elle, les yeux brillants de déception. Oh, je suis enceinte. Elle observa attentivement son visage, jaugeant sa réaction. Eldridge sourit, du même sourire qu'il arborait lors des négociations commerciales, lorsqu'il avait toutes les cartes en main. Quelle nouvelle incroyable! Il l'embrassa doucement, goûtant le mensonge sur ses lèvres. On devrait fêter ça. Alors qu'ils étaient assis dans leur restaurant préféré, Courtney parla avec animation de prénoms de bébé et de thèmes pour la chambre de bébé. Eldridge hocha la tête et sourit, préparant déjà ses prochaines actions. Dans le reflet de la vitrine du restaurant, il aperçut Michel Pittman à une table d'angle, les observant avec une haine non dissimulée. Qu'il regarde, pensa Eldridge. Bientôt, il y aurait tant à voir. Chapitre 3. Le coup d'envoi. Les papiers du divorce furent déposés discrètement un mardi matin de novembre. L'avocat d'Eldridge, Sherman Robel, était un requin en costume coûteux. Le genre d'avocat qui considérait les batailles judiciaires comme un sport sanglant. Elle se battra pour tout, prévint Sherman lors de leur séance de stratégie. Le pantouse, les actifs de l'entreprise, la pension alimentaire. Avec la grossesse, un juge pourrait se montrer compréhensif. Quel essai? Eldridge répondit. Je veux que ce soit fait vite et proprement. Pas de bataille pour la garde, pas de procédure interminable. Accordez-lui tout ce qu'elle demande. Sherman haussa les sourcils. C'est inhabituel. La plupart des hommes dans votre situation se battent bec et ongles. La plupart des hommes ignorent ce que je sais. La réaction de Courtney fut théâtrale. Elle s'effondra dans leur salon, des larmes ruisselant sur ses joues parfaites. Comment as-tu pu nous faire ça? À notre bébé? Le bébé n'est pas de moi, dit simplement Eldridge. Son visage se vida. De quoi parles-tu? Je sais pour Michel. Je sais pour Lady Geneva. Je sais tout. Sa voix resta calme, presque douce. La question est, veux-tu faire ça facilement ou à la dure? Les larmes de Courtney séchèrent instantanément, remplacées par une voix froide et calculatrice. Tu ne peux rien prouver. Eldridge sortit son téléphone et passa un enregistrement. Sa voix emplit la pièce d'une clarté cristalline. Eldridge est tellement stupide. Il pense vraiment que le bébé est de lui. Michel, tu es brillante de m'avoir suggéré de rester mariée jusqu'au divorce. Accord. On va gagner des millions. L'enregistrement continua pendant plusieurs minutes accablantes. J'en ai des heures, dit Eldridge, avec des photos, des relevés financiers et des témoignages. Ton petit ami n'est pas aussi prudent qu'il le pense. Le masque de Courtney finit par tomber,
révélant l'horrible vérité qui se cachait sous ses yeux. Espèce de salaud. Tu te crois si malin? Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. La famille de Michel a des liens que tu ne peux imaginer. On va te détruire. Tu es libre d'essayer. La procédure de divorce avança à une vitesse sans précédent. Courtney, consciente que les enregistrements la détruiraient au tribunal, accepta un accord qui semblait généreux, mais dont le libellé était soigneusement rédigé et qui s'avérerait crucial plus tard. Elle conserva le chalet au bord du lac, évalué à 800 000 $, reçut 2 millions de dollars en espèces et conserva les droits sur leurs investissements commerciaux communs. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Eldridge avait structuré l'accord de manière à la laisser exposer à de futures obligations financières. Pendant ce temps, Edgar Williamson gardait le silence, poursuivant leur partie d'échecs comme si de rien n'était. Lors de leur dernière partie avant le divorce, une fois la bataille terminée, Edgar fit un geste inattendu. « Tu sais, je t'ai toujours considéré comme le fils que je n'ai jamais eu, dit-il en avançant sa dame. « Je sais. » Eldridge déplaça son cavalier, tendant un piège. Edgar ne voyait pas Courtney faisait des erreurs. Nous faisons tous des erreurs. Certaines erreurs ne sont pas pardonnables. Le ton d'Eldridge resta conversationnel. Edgar se renversa dans son fauteuil. Elle est toujours ma fille. Le sang est plus épais que l'eau. Le sang. Répéta Eldridge pensivement. Échec et mat. Edgar fixa l'échiquier, confus. Il était à 2 coups de la victoire. Et d'une manière ou d'une autre, Eldridge avait complètement renversé la situation. Je ne comprends pas. Comment as-tu fait? Tu ne prêtais pas attention aux pièces que tu ne voyais pas, dit Eldridge en se levant. Merci de m'avoir appris les échecs, Edgar. Les leçons étaient plus précieuses que tu ne le penses. Le jour où le divorce fut prononcé, Eldridge, seul dans le bureau de son avocat, signait les papiers qui rompaient légalement ses liens avec Courtney. Mais les documents juridiques n'étaient que du papier. Les choses sérieuses allaient commencer. Cet après-midi-là, il appela Dorian Dawson, un promoteur immobilier spécialisé dans les propriétés de luxe. « Je veux acheter un immeuble précis, » dit Eldridge. « Le prix n'est pas un problème. » L'immeuble en question était un ancien entrepôt à River North. Le même immeuble où Michel Pittman payait secrètement le loyer d'un appartement privé depuis 1 an. L'appartement qu'il utilisait pour ses rencontres avec Courtney et Dieu sait qui d'autre. « Je peux faire établir les papiers d'ici vendredi, » confirma Dorian. « Jeudi, » dit Eldridge. « Et Dorian, je veux que tous les contrats de location de cet immeuble soient transférés à ma société de gestion personnelle. » Tous. Jeudi soir, Eldridge était propriétaire de l'immeuble et avait le contrôle légal de chaque bail. Michel Pittman ne le découvrirait que 30 jours plus tard, à l'arrivée de son premier avis d'expulsion. Mais ce n'était que le début. Chapitre 4. Le pari de la baby shower. 4 mois plus tard, l'invitation arrivait sur du papier cartonné couleur crème, avec une écriture élégante. Vous êtes invité à célébrer bébé Williamson Pittman. L'hypocrisie était stupéfiante. Courtney avait gardé son nom pour les indemnités de départ, mais affichait publiquement sa relation avec Michel. La baby shower avait eu lieu dans la propriété d'Edgar et Louise Williamson à Wetka, une vaste demeure de tuteurs qui avait accueilli 3 générations de fêtes familiales. Eldridge arriva pile à l'heure, portant un modeste sac cadeau et arborant son sourire le plus désarmant. La liste des invités ressemblait à un Westwood de la haute société de Chicago. Courtney trônait au centre du salon, la main posée sur son ventre de 7 mois, acceptant félicitations et cadeaux avec une grâce maîtrisée. Michel se tenait à ses côtés comme une héroïne conquérante, son bras possessif autour de sa taille. Eldridge. Louise Williamson se précipita pour le saluer, la voix surexcitée par une énergie nerveuse. Je suis si heureuse que tu sois venu. Ceci témoigne d'une telle maturité. Je ne manquerai pas ça, répondit Eldridge en l'embrassant sur la joue. La famille, c'est la famille. L'après-midi se déroula avec les activités habituelles d'une baby shower, l'ouverture des cadeaux, des jeux et des conversations polies qui évitaient soigneusement d'évoquer les tensions évidentes. Eldridge se mêla facilement aux autres, acceptant les félicitations pour sa gestion gracieuse de la situation et éludant les questions sur ses projets. C'est lors de la cérémonie d'ouverture des cadeaux qu'Edgar passa à l'action. Avant de continuer, annonça Edgar, captivant l'attention de la salle. Il y a un cadeau spécial de notre part à tous. Il sortit un grand cadre recouvert de soie,
de quoi aider Courtney et Michelle à démarrer leur nouvelle vie ensemble. Avec un geste théâtral, il retira le tissu pour révéler un acte de propriété encadré. Un cadeau de notre part à tous, répéta Edgar, la voix chargée d'émotion. Votre nouvelle maison, halta Courtney, les mains sur les lèvres. L'assemblée éclata en applaudissements et en félicitations. Michelle rayonnait de fierté, acceptant les poignées de main et les tapes dans le dos des autres hommes. Eldridge s'approcha pour examiner l'acte, l'air curieux mais calme. Le document était authentique. Un transfert de propriété pour un appartement de luxe à Lincoln Park, évalué à 1,2 million de dollars. Mais en parcourant la description légale des yeux, un frisson lui glaça l'estomac. L'adresse lui était familière, trop familière. C'était l'appartement qu'il avait acheté 3 ans auparavant pour investir. L'appartement qu'il avait entièrement remboursé de ses propres deniers grâce au fonds de son premier grand projet immobilier. L'appartement qu'il avait acheté avant son mariage avec Courtney, ce qui en faisait légalement sa propriété propre. Edgar se pencha, sa voix suffisamment basse pour que seul Eldridge puisse l'entendre. Tu as 30 jours pour quitter les lieux. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Eldridge fixa son beau-père, l'homme qui lui avait appris les échecs, qui avait partagé whisky et histoire de guerre, qui l'avait accueilli à bras ouverts dans la famille. La trahison était totale, mais le visage d'Eldridge demeura serein, son sourire constant. Un jour suffit, dit-il doucement. La fête continua autour d'eux, mais Eldridge entendit à peine les rires et les conversations. Son esprit travaillait déjà, calculait, planifiait. Lorsqu'il quitta la cité ce soir-là, il passa 17 appels téléphoniques et déclencha une chaîne d'événements qui allait tout bouleverser. À 5h47 le lendemain matin, un convoi de camions de déménagement s'arrêta devant l'immeuble de Lincoln Park. Le chef d'équipe, un homme costaud du nom de Roger Sherman, spécialisé dans le déménagement rapide, vérifia il fouilla une dernière fois le presse-papier avant de donner le signal. Tout est propre, dit-il à son équipe. Tout ce qui n'était pas cloué et la moitié de ce qu'il était, il l'avait fait avec une précision militaire. Les armoires sur mesure, dont l'installation avait coûté 30 000 $, avaient disparu. Les comptoirs en marbre italien avaient été soigneusement enlevés et chargés sur des camions. Le parquet qu'Eldridge avait personnellement choisi avait été arraché planche par planche. Les luminaires, les sanitaires, le lave-linge et le sèche-linge haut de gamme de la buanderie, tout ce qui pouvait être légalement enlevé, car les biens personnels d'Eldridge, avaient disparu dans les camions. À midi, l'appartement était réduit à nu, mur et sol en béton. L'équipe avait même emporté les habillages de fenêtres sur mesure et le carrelage importé des salles de bain. Les arguments juridiques étaient solides. En tant qu'acheteur initial et détenteur du titre de propriété, Eldridge avait le droit de retirer toutes les améliorations qu'il avait personnellement apportées. Le titre de propriété transféré par Edgar était légitime, mais il ne concernait que la structure de base, et non les 150 000 $ d'amélioration qui en avaient fait une résidence de luxe. À 18h41, Louise le texto de Williamson est arrivé. Est-ce une blague? Eldridge sourit en tapant sa réponse. Pas encore, mais la livraison de demain pourrait l'être. Il était assis dans son appartement temporaire du centre-ville, entouré de cartons et de documents d'urbanisme. La vue n'était pas aussi belle que celle du Penthouse qu'il avait abandonné lors du divorce, mais elle lui convenait. Sur la table basse se trouvaient des plans, des documents juridiques et un bordereau d'expédition qui arriverait à la succession d'Edgar et Louise le lendemain matin. Ce qu'il avait prévu de livrer donnerait l'impression que le démantèlement de l'appartement n'était qu'un échauffement. Chapitre 5. La livraison. À 8h15, Edgar Williamson savourait son café matinal lorsque le premier camion est arrivé. Il regardait par la baie vitrée les ouvriers en uniforme commencer à décharger ce qui semblait être des matériaux de construction. Le bordereau de livraison lui était personnellement adressé. À 8h30, la cour de la résidence Weneka était remplie du contenu de l'appartement de Lincoln Park, entièrement démantelé. Pas seulement rempli, mais astucieusement disposé. Les plans de travail en marbre formaient un demi-cercle parfait autour de l'appartement. Fontaine. Le parquet était posé en pyramides impeccables sur la pelouse impeccable. Les meubles sur mesure créaient une cuisine extérieure improvisée à côté de la roseraie que Louise entretenait depuis 20 ans. Mais Eldridge ne s'était pas arrêté là. Un deuxième camion arriva, transportant une équipe d'ouvriers qui commencèrent à assembler quelque chose qui glaça Edgar, une remorque de chantier parfaitement fonctionnelle, équipée de toilettes portables, d'une bétonnière et d'un échafaudage industriel qui dominait désormais le paysage soigneusement entretenu du domaine.
Le troisième camion livra la pièce maîtresse de la résistance, une grue de chantier de 15 mètres qu'ils étaient légalement autorisés à installer car, selon les permis de construire déposés par Eldridge, le domaine était désormais classé zone de construction active. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Edgar lorsque le chef d'équipe s'approcha avec un presse-papier. « Zone de préparation des travaux », répondit l'homme en consultant ses papiers. Il dit, « Vous faites une rénovation majeure. Les permis sont en règle. » Edgar s'empara des documents. Les permis étaient en règle, portant les tampons officiels du service d'urbanisme, mais la description du projet n'avait aucun sens. Démolition et reconstruction d'un garage indépendant et d'une maison d'amis. Délai de 6 à 8 mois. Je n'ai jamais autorisé aucune construction, protesta Edgar. Je n'en sais rien, monsieur. Je fais juste ce qu'on me dit de faire. Le chef d'équipe désigna une signature au bas de la demande de permis. C'est votre signature, n'est-ce pas? Edgar fixa la signature. C'était son écriture, mais il n'avait jamais signé un tel document. Sauf que le souvenir lui revint en mémoire. 3 mois plus tôt, Michel lui avait apporté une pile de papiers à signer. Des documents de prêt, avait-il dit, pour l'expansion de l'entreprise. Edgar se précipitait à un rendez-vous de golf et avait signé sans lire attentivement. Son téléphone vibra, un appel de son voisin, Lee Fernandez, un avocat réputé qui vivait à Wana depuis 30 ans. « Edgar, que diable se passe-t-il là-bas? Il y a une grue devant chez toi. » Avant qu'Edgar puisse répondre, Louise sortit en courant de la maison. Son visage était blême sous le choc. Les voisins appellent. Madame Chin, de l'association des copropriétaires, arrive. « Edgar, qu'as-tu fait? » Il a fait confiance aux mauvaises personnes. À 10 heures, le lotissement ressemblait à une zone de guerre. Les engins de chantier dominaient le paysage, bloquant l'accès au garage et rendant la propriété inutilisable pour toute activité normale. Pire encore, les permis étaient en béton, déposés légalement et dûment approuvés, donnant à Eldridge le droit d'utiliser la propriété comme zone de transit pour les 6 à 8 prochains mois. Michel arriva à midi, sa Mercedes obligée de se garer dans la rue car l'allée était bloquée par des piles de matériaux de construction. Il était rouge de rage tandis qu'il se précipitait vers Edgar. « Tu as signé les permis ?» dit Michel sans préambule. « La banque a appelé. Le prêt de construction que tu as co-signé a été activé, et ils ont besoin d'un accès immédiat à la propriété pour le projet de rénovation. »« Quel prêt de construction ?» demanda Edgar. L'expression confiante de Michel vacilla. « Le prêt que j'avais co-signé il y a 3 mois, la rénovation du garage et l'agrandissement de la maison d'amis. Je n'en ai jamais signé. » Edgar s'interrompit au milieu d'une phrase, la vérité le frappa. Les papiers que Michel lui avait apportés, ceux qu'il avait signés à la hâte. Ce n'étaient pas des documents de prêt pour l'entreprise de Michel. C'étaient des permis de construire et des garanties financières pour un projet de rénovation qui n'existait pas. « Fils d'Edgar » murmura-t-il. Mais Michel n'écoutait pas. Il fixait quelque chose par-dessus l'épaule d'Edgar, le visage blême. Suivant son regard, Edgar se retourna et vit une silhouette familière debout près de la grue de chantier. Eldridge Williamson sourit et fit un signe de la main. « Messieurs » lança Eldridge en s'avançant vers eux avec une assurance décontractée. « J'espère que vous appréciez la livraison. Je voulais m'assurer que vous avez tout reçu en bon état. »« Tu ne peux pas faire ça » balbutia Michel. « C'est illégal. »« C'est du harcèlement. »« En fait, c'est tout à fait légal » répondit Eldridge. « Ton beau-père a signé tous les permis nécessaires. Le prêt de construction qu'il a co-signé me donne un accès complet à la propriété pendant toute la durée des travaux. » La voix d'Edgar était à peine un murmure. « Que veux-tu ? » « Je veux que tu comprennes une chose, » dit Eldridge, son sourire immuable. « Hier, tu pensais pouvoir m'humilier devant ta famille et tes amis. Tu pensais pouvoir voler ma propriété et la donner à ta fille et à son petit ami. Tu pensais que j'allais l'accepter et m'en aller. » Il fit un geste vers le chaos qui les entourait. « C'est moi qui ne m'en vais pas » Louise apparut aux côtés d'Edgar. Le visage inondé de larmes. « Eldridge, s'il te plaît. C'est de la folie. On peut arranger ça. » « On aurait pu arranger ça » acquiesça Eldridge. « Avant hier, avant que tu ne les choisisses plutôt que moi. » Sa voix se durcit. « Avant que tu n'oublies que je ne suis plus le même homme que tu as rencontré il y a 6 ans. Je suis bien plus dangereux maintenant. » Il se tourna pour partir,
puis marqua une pause. Oh, Amy Michel, tu devrais peut-être vérifier ton appartement de location. Je pense que tu verras que les serrures ont été changées. Alors qu'Eldridge s'éloignait, Edgar sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Le monde bien ordonné qu'il avait construit, les plans minutieux qu'il avait élaborés, l'héritage familial qu'il avait essayé de protéger, tout s'effondrait autour de lui. Et il n'avait même pas encore vu le pire. Chapitre 6. Les sources du piège. L'avis d'expulsion arriva à l'appartement de Michel à River North un mardi matin. Signifié par un huissier qui le trouva en peignoir, cherchant frénétiquement des vêtements propres. Le changement de serrure n'était que le début. Eldridge avait utilisé sa propriété de l'immeuble pour faire de la vie de Michel un enfer. 30 jours, dit l'huissier, en remettant les documents légaux, les immeubles étant convertis en copropriété. Michel fixait la vie, les mains tremblantes de rage. L'appartement avait été son sanctuaire, son espace privé à l'abri des regards indiscrets de la société de Chicago. Maintenant, on le lui arrachait, comme tout le reste. Mais l'expulsion n'était qu'une pièce d'un puzzle plus vaste qu'Eldridge assemblait depuis des mois. À Chicago First National, Michel découvrit que son poste de responsable des prêts était en cours de révision suite à des irrégularités sur plusieurs comptes importants. Ces irrégularités n'étaient pas inventées. Il s'agissait de véritables problèmes que Michel avait eu la négligence de créer par son arrogance et son manque d'attention aux détails. Le comte Patterson fait état de 3 prolongations non autorisées. Son superviseur, Aubrey Hull, l'expliqua lors de leur entretien. Le prêt Morrison présente des lacunes en matière de documentation, tout comme les permis de construire Williamson. Aubrey secoua la tête. Bon sang, Michel, à quoi pensais-tu? Le sang de Michel se glaça. Et les permis Williamson? Tu les as traités toi-même. Des permis de construire pour un projet qui s'avère être financé par le même homme dont la propriété était concernée par la demande de permis initiale. On dirait qu'Aubrey cherche les mots justes. On dirait une fraude. Michel, ou au minimum une négligence grave. La vérité était plus complexe. Eldridge avait légalement racheté la dette d'Edgar lorsque ce dernier avait fait défaut de paiement du prêt immobilier. Un défaut de paiement survenu lorsqu'Edgar s'était rendu compte qu'on l'avait dupé en lui faisant signer des documents qu'il ne comprenait pas. En tant que nouveau créancier, Eldridge avait parfaitement le droit de saisir la succession et de l'utiliser comme garantie pour ses propres projets. Michel avait rempli les formalités administratives sans se rendre compte qu'il facilitait sa propre destruction. Ce soir-là, Michel se rendit à l'appartement temporaire de Courtney, un modeste 2 pièces à Lincoln Park, bien loin du luxe auquel elle s'était habituée. Elle était enceinte de 8 mois, le ventre proéminent, le visage bouffi par le stress et les larmes. On dit que tu risques de perdre ton emploi, dit-elle sans préambule lorsqu'il franchit la porte. C'est un malentendu. Je peux arranger ça. Avec quel argent? La voix de Courtney monta jusqu'à frôler l'hystérie. L'appartement a disparu. Ton travail est menacé. Et mon père ne me rappelle pas parce que sa maison ressemble à un chantier. Michel a essayé de la prendre dans ses bras, mais elle s'est éloignée. C'était censé être facile, Michel. Tu as dit qu'Eldridge n'était qu'un ouvrier sans le sou qui avait eu de la chance. Tu as dit que les relations de ta famille nous protégeraient. Elles le feront. Mon père a encore de l'influence. Ton père ne t'a pas rappelé depuis 2 semaines. Le rire de Courtney était amer et tranchant. Admets-le, Michel. On est en train de perdre. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôtel, Michel prit une décision qui allait être sa dernière erreur. Il appela Nesté Drake, un détective privé spécialisé dans le genre de travail dont les gens respectables ne parlaient pas en bonne compagnie. J'ai besoin que tu trouves quelque chose sur Eldridge Williamson, dit Michel. Quelque chose qui le détruira. Peu importe le prix. Nesté, un homme mince aux yeux pâles et à la barbe blanche. Réputé pour obtenir des résultats par tous les moyens nécessaires. Écoutez attentivement les exigences de Michel. Ce genre d'enquête requiert des méthodes créatives. Tout ne sera pas admissible devant un tribunal. Je me fiche du tribunal, répondit Michel. Je veux juste qu'il soit détruit. Ce que Michel ignorait, c'est que Nesté Drake était à la solde d'Eldridge depuis 6 mois. Chaque conversation, chaque plan, chaque stratagème désespéré était enregistré et rapporté à l'homme qu'il cherchait à détruire. Le piège se refermait et Michel venait de tomber dans le piège final. 3 jours plus tard,
Eldridge recevait un appel téléphonique qui le fit sourire d'un plaisir sincère. « C'est fait, dit Jonah Rigg. Pittman venait d'engager Drake pour enquêter sur vous. » La conversation était enregistrée du début à la fin. A-t-il mordu à l'hameçon concernant la surveillance illégale? Hameçon, ligne et plomb. Il a autorisé Drake à s'introduire dans votre bureau, à pirater vos ordinateurs et à photographier vos documents personnels, le tout clairement documenté. Eldridge se laissa aller dans son fauteuil, savourant l'instant. Dans l'autre affaire, le dossier médical de Courtney fait état de complications liées au stress. Le médecin lui recommande un repos au lit pour le reste de sa grossesse. Les pièces du puzzle se mettaient en place à la perfection. Bientôt, Michelle et Courtney découvriraient que leur tentative de détruire Eldridge lui avait fourni tout ce dont il avait besoin pour les détruire légalement, financièrement et socialement. Mais le plan d'Eldridge allait plus loin qu'une simple vengeance. Il était sur le point de leur apprendre que certains jeux n'ont pas de gagnants, seulement des survivants. Chapitre 7. Le jugement commence. Le premier domino est tombé un vendredi matin lorsque des agents du FBI ont arrêté Michelle Pittman à son bureau. Les accusations étaient complot fédéral en vue de commettre une fraude électronique, tentative d'espionnage industriel et violation de la loi sur la fraude et les abus informatiques. Les preuves étaient accablantes. Des caméras cachées dans le bureau d'Eldridge avaient filmé l'enquêteur engagé par Michelle, Nesté Drake, tentant d'installer du matériel de surveillance. Des écoutes téléphoniques, obtenues légalement par ordonnance d'un tribunal fédéral, avaient enregistré des dizaines de conversations dans lesquelles Michelle autorisait explicitement des activités illégales. Mais le coup de maître d'Eldridge résidait dans la manipulation des preuves électroniques. Pendant des mois, il avait diffusé de fausses informations par des canaux qu'il savait surveillés par Michelle. Des dossiers financiers révélaient des informations cachées. Des comptes offshore, des documents commerciaux détaillant des activités illégales fictives et des communications le dépeignant comme un homme d'affaires corrompu prêt à enfreindre n'importe quelle loi pour le profit. Michelle avait mordu à l'hameçon avec empressement, ordonnant à Drake de voler ces faux documents comme preuve de la corruption d'Eldridge. Ce faisant, il avait commis de multiples crimes fédéraux tout en recherchant des preuves qui n'auraient eu aucune valeur devant un tribunal. L'ironie est magnifique, expliqua Sherman Rebel à Eldridge alors qu'il regardait les reportages sur l'arrestation de Michelle. Il s'est détruit en essayant de vous détruire avec des preuves que vous aviez créées spécialement pour cela. La réaction de Courtney fut rapide et prévisible. Elle arriva au bureau d'Eldridge en centre-ville cet après-midi-là. Son visage était inondé de larmes, son ventre de femme enceinte rendant ses mouvements maladroits et désespérés. « S'il vous plaît, supplia-t-elle en passant devant sa secrétaire sans prévenir. Je sais que vous êtes derrière tout ça. Michelle a peut-être fait des erreurs, mais c'est en train de détruire notre famille. » Eldridge leva les yeux de son bureau, l'air calme et impassible. « Votre famille a été détruite au moment où vous avez décidé de trahir la mienne. Le bébé est innocent dans tout ça. Le bébé. Ce n'est pas à moi. » Sa voix était glaciale. « Et même si c'était le cas, tu as fait ton choix il y a 14 mois, quand tu as décidé que mon amour ne suffisait pas. » Courtney s'est effondrée sur la chaise en face de son bureau, ses sanglots résonnant dans le bureau. « Que veux-tu? De l'argent? Je signerai la convention de divorce. » Arrête ça. Je ne veux pas d'argent, Courtney. Je veux que tu comprennes ce que l'on ressent quand on perd tout ce qu'on croyait sûr. Eldridge se leva et s'approcha de la fenêtre, lui tournant le dos. Toi et Michelle vous pensiez si malin, à prendre mes biens, à m'humilier devant ma famille, à me traiter comme un inconvénient temporaire à balayer d'un revers de main. Il se tourna vers elle et elle tressaillit en voyant ce qu'elle lut dans ses yeux. Tu as oublié que j'ai tout construit à partir de rien. Je sais démolir les choses aussi efficacement que je les construis. Ce n'est plus que moi, Courtney a déclaré désespérément. Mon père a perdu sa maison, sa réputation, sa position dans la communauté. Ma mère avait une crise cardiaque du stress. Vous détruisez les innocents. Innocents. Il a dit que le rire de l'Eldridge a été dur et amer. À propos de l'homme que j'ai épousé qui a cru aux deuxièmes chances? Menottes. A découvert un réseau d'irrégularités financières à Chicago First National. Les prêts ont approuvé sans documentation appropriée, conseil en investissement donné sur la base des informations d'initiés et un modèle de violations éthiques qui a peint toute la famille Pittman sous un jour défavorable. Le père de Michelle, le juge Harrison Pittman, a annoncé sa retraite anticipée du banc fédéral en attendant une enquête éthique.
Le nom de son grand-père était retiré de la fondation caritative qui était une fierté de la famille depuis 3 générations. L'héritage Pitman construit sur un siècle de gestion prudente de la réputation et de connexions politiques stratégiques s'effondrait en temps réel et Eldridge n'était pas terminé. Son téléphone a sonné à 23h47. L'identifiant de l'appelant a montré le numéro d'Edgar Williamson. Vous avez fait valoir votre point de vue. La voix d'Edgar était creuse, vaincue. Que voulez-vous de plus? Je veux que vous admettez ce que vous avez fait. Je sais ce que j'ai fait. J'ai choisi ma fille. Non, Eldridge interrompit. Vous avez choisi la richesse et le statut plutôt que l'intégrité. Vous avez choisi ce que vous pensiez être facile sur ce que vous saviez bien. Tu as choisi de croire que j'étais assez faible pour accepter d'être poignardé dans le dos par ma propre famille. La ligne était silencieuse pendant un long moment. Quand Edgar a repris la parole, sa voix était à peine un murmure. Que puis-je faire pour faire cela correctement? Rien, répondit Eldridge. Vous ne pouvez pas défaire les choix que vous avez faits comme je ne peux pas défaire le mien. Il a raccroché et a retourné sa lecture. Demain apporterait de nouveaux développements, de nouvelles conséquences pour les personnes qui pensaient qu'ils pourraient le détruire sans faire face à aucune répercussion. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, Eldridge Williamson dormait paisiblement. Chapitre 8. Aftermath et conséquences. 6 semaines plus tard, la portée complète de la vengeance d'Eldridge était devenue claire pour toutes les personnes impliquées. Michel Pitman a plaidé coupable à des accusations de complot fédéral et a été condamné à 4 ans de prison de sécurité minimale. Sa condamnation a déclenché une cascade de conséquences qui ont atteint bien sa situation personnelle. Chicago First National a fait face à des enquêtes fédérales et à des poursuites civiles massives. Le cours de l'action bancaire a chuté de 40% en 3 jours, anéantissant des millions de personnes en valeur des actionnaires. 3 seniors les dirigeants, dont le superviseur direct de Michel, ont démissionné en disgrâce. La position sociale de la famille Pitman s'est complètement effondrée. La retraite anticipée du juge Harrison Pitman est devenue une onde permanente lorsque les enquêteurs d'éthique ont découvert qu'il avait utilisé sa position pour faciliter plusieurs des accords commerciaux douteux de son fils. Le domaine familial de Lake Forest s'est mis aux enchères pour payer des frais juridiques et des jugements civils. Mais c'est Edgar et Louise Williamson qui portaient le fardeau le plus lourd de la destruction méthodique d'Eldridge. Le prêt de construction Edgar avait inconsciemment co-signé des clauses d'accélération qui ont déclenché lorsque la condamnation pénale de Michel est devenue définitive. Eldridge, en tant que détenteur légal de la dette, a exigé le paiement immédiat du montant total, 2,3 millions de dollars, plus les intérêts accumulés et les pénalités. L'avocat d'Edgar, Dana Leblanc, a tenté désespérément de négocier un règlement. Monsieur Williamson, les demandes de votre client sont excessives. Mon client a été clairement trompé sur la nature des documents qu'il a signés. Votre client a signé des documents juridiques sans les lire, a répondu Sherman Rebel froidement. Son financier l'incompétence n'annule pas ses obligations légales. Le domaine Waneka, la maison familiale d'Edgar pendant 37 ans, a été saisi pour satisfaire la dette. Le jardin de 20 ans de Louise a été au bulldozer pour faire place à un projet de développement de luxe qu'Eldridge a conçu personnellement. Les nouvelles maisons de la ville seraient commercialisées sous le nom de Williamson Common. La crise cardiaque de Louise, provoquée par le stress de perdre sa maison, a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence et des mois de récupération. Les factures médicales ont consommé le peu d'économies qu'ils avaient laissé après la forclusion. Edgar, autrefois un fier pilier de la Chicago Society, vivait maintenant dans un appartement modeste à Schaumburg et travaillait comme consultant à temps partiel pour une société de gestion immobilière. Le jeu d'échecs qu'ils avaient partagé pendant des années, assis et utilisé dans une boîte dans son placard. Un rappel trop douloureux des temps meilleurs. La situation de Courtney était peut-être la plus tragique. 9 mois enceinte et faisant face à une ruine financière, elle est retournée dans sa chambre d'enfance dans l'appartement que ses parents ont loué après avoir perdu leur maison. Le stress du scandale a déclenché des complications précoces de main-d'œuvre qui nécessitaient une césarienne d'urgence. Le bébé, une fille qu'elle a nommée Hope, est né en bonne santé, mais est immédiatement devenu un symbole de tout ce qui avait mal tourné. Michel ne pouvait pas être présente pour la naissance. Il purgeait déjà sa peine fédérale. Le certificat de naissance de l'enfant n'a répertorié que Courtney comme parent. J'ai tout perdu. Courtney a avoué sa mère alors qu'ils étaient assis dans l'appartement exigu entouré de boîtes en mouvement et de factures impayées. Mon mariage, ma maison, la réputation de ma famille, mon avenir.
Tout cela parce que j'ai fait une terrible erreur. Plusieurs erreurs terribles. Louise a corrigé doucement mais fermement. Et pas seulement toi. Nous avons tous fait des choix qui nous ont menés ici. La situation financière de Courtney était désastreuse. L'argent du règlement du divorce avait été dépensé pour les frais juridiques et les factures médicales. Le chalet au bord du lac qu'elle avait reçu était sous l'eau sur son hypothèque en raison de la baisse de la valeur des propriétés. Une baisse qui n'était pas accidentelle, mais le résultat de l'achat d'Eldridge et de la démolition de 3 propriétés voisines, détruisant l'appel de la région aux acheteurs de luxe. Elle a postulé pour des programmes d'assistance dont elle n'avait jamais imaginé avoir besoin. Coupons alimentaires, Medicaid, logements subventionnés, le filet de sécurité, cela a attiré les gens quand ils sont tombés de la grâce. La chute sociale était tout aussi dévastatrice. Les anciens amis ont traversé la rue pour l'éviter. Les membres du country club ont été discrètement révoqués. Les invitations à la charité galas et aux événements sociaux ont cessé d'arriver. Courtney Williamson, qui avait déjà été présentée dans Rising Star du magazine de Chicago, les stars de moins de 40 ans, était maintenant une histoire édifiante chuchotée dans les mêmes cercles sociaux qu'il avait autrefois célébrés. Mais la vengeance d'Eldridge s'est étendue au-delà de la destruction financière et sociale. Il avait systématiquement démantelé toutes les relations, chaque connexion, chaque source de soutien sur laquelle ses ennemis s'étaient appuyés. Boyd Williamson, le fils cadet d'Edgar et l'ancien beau-frère d'Eldridge, ont découvert que sa pratique du droit perdait des clients après que Word s'est répandu sur le lien de la famille avec le scandale. Son partenariat dans une prestigieuse entreprise du centre-ville a été dissous tranquillement. Les effets d'entraînement ont continué à se développer, à toucher tous ceux qui avaient choisi les côtés contre Eldridge ou sont restés silencieux alors qu'ils auraient dû parler. Seul Jonah Rigg, l'enquêteur privé qui avait commencé cette chaîne d'événements avec son dossier Manille, est resté intact. Il avait été bien payé pour son travail et avait judicieusement investi l'argent dans des propriétés qu'Eldridge ne contrôlait pas. Vous avez votre revanche, a observé Jonah lors de leur dernière réunion. La question est, cela en valait-il la peine? Eldridge a sérieusement examiné la question. Son ancienne vie avait complètement disparu. Le mariage, les liens familiaux, les relations sociales qui ont défini son identité pendant 6 ans. Mais quelque chose de nouveau avait pris leur place. Demandez-moi dans 5 ans, a-t-il répondu. Chapitre 9, le dernier sourire. 1 an plus tard, Eldridge se tenait dans le penthouse de son nouveau bâtiment, une tour 40 stories qui a dominé les toits de Chicago. La vue de son bureau comprenait toute la ville, y compris les quartiers où ses anciens ennemis ont maintenant du mal à reconstruire leur vie brisée. La construction de Williamson Common avait été achevée 6 mois d'avance. Les maisons de la ville de luxe se sont vendues dans les jours suivant le marché, générant des bénéfices qui ont dépassé les projections agressives d'eux-mêmes. Où se tenait autrefois le domaine familial d'Edgar? Les jeunes professionnels ont désormais payé des prix premium pour vivre dans ce qui était devenu l'un des adresses les plus souhaitables de Chicago. L'ironie n'a pas été perdue pour quiconque connaissait l'histoire. L'empire commercial d'Eldridge avait grandi de façon exponentielle au cours de l'année de sa vengeance. Le chaos qu'il avait créé dans sa vie personnelle avait en quelque sorte concentré son énergie professionnelle avec une précision laser. 3 développements majeurs, 2 acquisitions d'hôtels et un portefeuille immobilier commercial qui a doublé en valeur. Il s'est avéré que le succès était en effet la meilleure vengeance. Son secrétaire a annoncé un visiteur, Sherman Robel, l'avocat qui avait aidé à orchestrer une grande partie des manœuvres juridiques qui ont rendu la vengeance possible. J'ai des nouvelles sur la situation de Pittman, a déclaré Sherman, s'installant sur la chaise en face du bureau massif d'Eldridge. Michel fait appel de sa phrase. Son nouvel avocat pense qu'ils peuvent le faire réduire en fonction des facteurs de santé mentale. Laissez-les essayer, a répondu Eldridge sans lever les yeux de ses documents. Les preuves étaient écrasantes et les juges fédéraux n'aiment pas les défendeurs qui commettent des crimes contre les mêmes personnes qui essaient de les aider. Il y a autre chose. Sherman hésita. Courtney a déposé un bilan. Elle a également demandé la permission de changer le nom de famille du bébé de Pittman à Cunningham, son nom de jeune fille. Cela a attiré l'attention d'Eldridge. Essayer de se distancier de la conviction de Michel. Essayer de distribuer sa fille de tout le désordre. L'enfant va grandir avec suffisamment de bagages sans porter le nom de Pittman. Eldridge est revenu sur ses documents, mais Sherman n'a pas terminé. Edgar a posé des questions sur vous par l'intermédiaire d'intermédiaires. Il veut savoir s'il y a une possibilité de réconciliation. Non.
Il est prêt à admettre ses erreurs publiquement, à faire des excuses formelles, tout ce que vous voulez. Je veux qu'il vive avec les conséquences de ses choix, a déclaré Eldridge catégoriquement. Tout comme je vis avec le mien. Sherman a soigneusement étudié son client. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que vous êtes allé trop loin, que votre vengeance était disproportionnée par rapport à l'infraction. Eldridge leva finalement ses yeux sombres en rencontrant Sherman. Ces gens n'ont jamais été trahis par tous ceux en qui ils ont confiance. Ils n'ont jamais découvert que leur mariage était un mensonge, leur famille était fausse et leur amour n'était qu'un autre atout à diviser dans une colonie. Et maintenant je sais exactement où je me tiens avec tout le monde dans ma vie. Eldridge a fait un geste vers le paysage urbain au-delà de ses fenêtres. Ces bâtiments ne me mentent pas. Ces contrats ne me trompent pas. Cet argent ne fait pas semblant de m'aimer. Tout en prévoyant de me détruire. Sherman a rassemblé ses papiers, reconnaissant le licenciement du ton d'Eldridge. Pour ce que ça vaut, je pense qu'il a gagné complètement et absolument. Après le départ de Sherman, Eldridge est resté à son bureau alors que le soleil se couchait sur Chicago. Son téléphone a montré 17 appels manqués et 43 messages non lus. Les investisseurs, les entrepreneurs, les politiciens et les personnalités de la société voulaient quelque chose d'un homme qui serait devenu l'un des promoteurs immobiliers les plus puissants de la ville. Mais il n'y avait pas d'appels personnels, pas de messages familiaux, pas d'amis qui s'enregistrent juste pour dire bonjour. Ce soir-là, il s'est rendu dans un petit cimetière de suburban Oak Park où sa mère a été enterrée. Elle est morte quand il avait 24 ans avant de devenir riche. Avant de rencontrer Courtney, avant que tout ne se soit passé si spectaculairement faux. J'ai tenu ma promesse, a-t-il dit à la pierre tombale altérée. J'ai construit quelque chose qui comptait, quelque chose qui a duré. Il s'arrêta, pensant à tout ce qui s'était passé. Je ne savais pas à quel point cela coûterait. Le vent a ramassé, bruissant les feuilles du chêne qui ombraguaient sa tombe. Au loin, les lumières de Chicago scintillaient comme des étoiles. Chacun représentant les espoirs, les rêves et les luttes de quelqu'un. Le téléphone d'Eldridge a bourdonné d'un autre message. Une autre opportunité, un autre accord, une autre chance d'ajouter à son empire. Il l'a ignoré. Pour la première fois depuis des années, il n'avait rien d'urgence à faire et nulle part important à l'être. La vengeance était complète. Ses ennemis ont été détruits. Son empire était en sécurité. Alors pourquoi se sentait-il si vide? La réponse lui est venue alors qu'il retournait à sa voiture. La victoire sans témoin n'avait pas de sens. La vengeance sans possibilité de rédemption était creuse. Le pouvoir sans amour était juste une solitude chère. Mais ce sont des préoccupations philosophiques pour un autre jour. Ce soir, Eldridge Williamson retournerait dans son penthouse, se verserait une boisson coûteuse et planifierait sa prochaine conquête. Parce que la construction d'empire était ce qu'il a fait maintenant, la seule chose qu'il avait laissé à faire. Dans une autre partie de la ville, Courtney s'est assise dans son appartement exigu, tenant sa fille endormie et se demandant quel genre de futur attendait un enfant né d'une telle destruction. Edgar regarda son échec, incapable de se concentrer sur le jeu qui lui avait autrefois apporté de la joie. Michel a compté des jours dans une prison fédérale, rêvant de rédemption qui pourrait ne jamais venir. Ce sont tous des victimes d'une guerre qui n'avait pas de gagnants, seulement des survivants. Et dans sa tour en verre au-dessus de la ville, Eldridge Williamson sourit son dernier sourire. Non pas parce qu'il était heureux, mais parce que le bonheur était un luxe, il ne pouvait plus se permettre. Il avait choisi le pouvoir sur l'amour, la vengeance sur le pardon et la victoire sur la paix. Maintenant, il vivrait avec ses choix pour toujours. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.